Nouvelle évasion dans une prison française. 4 hommes se sont échappés cet après-midi de la maison d'arrêt de Los-les-Lilles. Crise politique en Roumanie, des milliers de manifestants assiègent le bâtiment du Conseil du Front de Salut National. Élection municipale partielle à Cannes, le point sur le taux de participation en direct dans quelques minutes. Les plus beaux essais du championnat de France, la composition de l'équipe de France. Notre invité Jean-Baptiste Lafont, le 19-20, inaugure une page spéciale rugby. Bonsoir, nouvelle évasion spectaculaire dans une prison française, à Los-les-Lilles cette fois. 4 hommes ont réussi à éviter les coups de feu des gardiens et à s'enfuir après avoir escaladé le mur d'enceinte. 2 des 4 hommes sont considérés comme de dangereux criminels. Marie-Odile Pagnès. 15h15, l'heure de la promenade dans la cour de Los-les-Lilles. 6 détenus parviennent à tromper la vigilance des gardiens. Ils franchissent 2 grillages de protection et escaladent un premier mur de sécurité. 2 d'entre eux n'iront pas plus loin. Alors le personnel a réagi très rapidement puisque l'alarme a été donnée de suite. Et d'autre part, au niveau du Mirador, le surveillant qui s'y trouvait donc a tiré. Un détenu donc n'a pas réussi à partir, il s'est cassé la jambe en redescendant du mur. Et un autre détenu a été arrêté par les surveillants dans le chemin de ronde et les 4 autres ont réussi à partir. Ils sont dangereux? Ce sont des détenus, un est condamné et les 3 autres sont des procédures criminelles, sont des gens, oui, effectivement dangereux. Les 4 évadés ont intercepté une voiture et fui en direction d'Armentières, au nord de l'île. Cette évasion relance la polémique autour de l'hermétisme des prisons françaises. Elle vient s'ajouter à la liste déjà longue des évasions au cours de ces dernières semaines. Commentaire Hervé Dino. Et de 8 pour l'administration pénitentiaire. L'évasion de la maison d'arrêt de Los-les-Lilles est en effet la dernière d'une série impressionnante de 8 évasions qui a commencé le 6 décembre 1989 à Lannemezan. Pour le seul mois de janvier, on enregistre 4 évasions. Belfort le 9, 1 évadé. Brest le 14, 2 évadés. Périgueux le 18, 3 évadés. La progression mathématique est d'ailleurs respectée puisque cet après-midi, ce sont 4 détenus qui ont profité de la promenade pour se faire la belle. En décembre, ce sont les prisons de Mende, Douai et Lannemezan qui avait enregistré ce genre de défaillance. Si le nombre d'évadés continue à progresser au rythme actuel, 10 pour le seul mois de janvier, on devrait très rapidement dépasser les chiffres constatés au cours des 3 dernières années, années au cours desquelles on enregistrait en moyenne 50 évadés chaque année. À l'étranger, la crise politique en Roumanie. Plusieurs milliers de manifestants encerclent ce soir le siège du Conseil du Front de Salut National. Le président Iliescu a même été hué lorsqu'il s'est présenté au balcon pour tenter d'apaiser la foule. Le point de la situation ce soir avec Hélène Rizacher. Impossible de parler. Ion Iliescu, le président du Front de Salut National, est hué par des milliers de manifestants. Il doit rentrer dans le bâtiment. Le nouveau pouvoir, celui de l'après Ceausescu, n'a plus vraiment d'autorité. Il y a quelques instants, les manifestants ont forcé les barrages de soldats devant le siège du Front de Salut National. Du haut des blindés, ils crient « Démission, démission, à bas le communisme, à bas la dictature ». La manifestation d'aujourd'hui est la plus importante depuis la révolution de décembre. Elle a été appelée par l'opposition, Parti national paysan en tête, avec le Parti social-démocrate et le Parti national libéral. Les 3 organisations réclament la dissolution du Front de Salut National qui s'est autoproclamé gouvernement provisoire après la chute de la dictature Ceausescu et dont certains membres sont d'anciens communistes. L'opposition accuse le Front de Salut National de monopoliser le pouvoir et conteste sa décision de présenter des candidats aux élections générales prévues en mai prochain. Des représentants des 3 partis d'opposition ont été reçus tout à l'heure par Ion Iliescu au siège du Front de Salut National. Ils réclament la formation d'un conseil d'union nationale et d'un gouvernement de coalition ouvert à toutes les formations politiques. Le gouvernement avait organisé une contre-manifestation. Elle n'a réuni que quelques centaines de personnes et a été totalement noyée par l'opposition. Politique en France, mise en garde très claire ce matin de Jacques Chirac dans le journal du dimanche. Le président du RPR déclare en substance aux militants « On vous cache la vérité, ou vous me faites confiance et vous votez pour la synthèse, ou vous faites un choix différent et nul ne s'étonnera que j'en tire donc les conséquences ». C'est la menace du départ. Reste maintenant la réponse de Charles Pasqua. Charles Pasqua, invité ce soir du grand jury RTL Le Monde. Est-ce qu'avec M. Chirac, nous allons continuer un dialogue concernant seulement la boutique et la gestion du RPR? Est-ce que M. Chirac ne mérite pas, et nous aussi, est-ce que nous ne méritons pas de situer le dialogue à un autre niveau? Alors il y a une chose que je n'accepte pas de toute façon, de quiconque. Je n'accepte pas que M. Chirac mette en doute notre sincérité. Nous ne mettons pas en doute la sienne. Ne rabaissons pas le débat.
N'essayons pas de le ramener à un niveau médiocre. Est-ce qu'il ne comprend pas qu'à l'heure actuelle, Philippe Séguin et moi, et ceux qui nous entourent, nous donnons l'image de l'ouverture et du progrès, et que ceux qui l'entourent donnent l'impression de la fermeture et du rétrécissement. Alors ma proposition est simple. Nous avons encore le temps. Les assises ont lieu le 11 février. Je demande qu'avant le 11 février, à une date qui sera choisie dans l'ensemble de la France, nos fédérations soient convoquées, appelées à débattre des deux textes en présence et que ce soit les militants qui votent. Politique encore, l'association des démocrates fondée par les ministres de l'ouverture, vous le savez, et le mouvement des radicaux de gauche souhaitent unir leurs destinées pour tenter de fixer tous les mitterrandistes non socialistes et créer ainsi un grand mouvement du centre-gauche. Promesse de mariage ce week-end à Paris, Éric Pirot. Les fiançailles ont eu lieu dans la plus stricte intimité, seulement une centaine de personnes. Au premier rang, bien sûr, les invités de marque, une kyrielle de ministres dits de l'ouverture. Lionel Stoléru, Roger Fauroux, Hélène Dorlac sont venus témoigner leur consentement. L'association des démocrates à laquelle ils appartiennent et le mouvement des radicaux de gauche ont décidé de s'unir. Aujourd'hui, tout est prêt, mais reste un petit détail, ils ne savent pas encore sous quel nom. Ça, ce sera la surprise. Oui, nous réfléchissons sur le sujet et nous ne sommes pas encore déterminés. Mais je ne pense pas que le nom soit l'essentiel. Ce qui est important, c'est la volonté et le contenu. La volonté est de constituer une confédération, un foyer qui pourrait accueillir d'autres personnalités comme Simone Veil, des centristes ou encore des gaullistes de gauche, pour fonder à terme un parti de centre-gauche destiné à élargir la majorité présidentielle. Un projet qui a évidemment reçu la bénédiction de François Mitterrand. Premier tour de l'élection municipale partielle aujourd'hui à Cannes, après l'invalidation du maire Michel Mouillot qui brigue à nouveau les suffrages de ses administrés. En direct, André Grandis. Quel est le taux de participation? Oui, problème avec Cannes. Nous n'avons pas la liaison en direct. Nous ferons une nouvelle tentative. Participation, André Grandis nous le disait tout à l'heure dans la première partie du 19-20, estimée à 60% environ. Société. La mystérieuse disparition de Shir Gapteni, le créateur du mouvement intégriste La Voix de l'Islam en France. Enlèvement ou simulacre de rapt, toutes les hypothèses restent plausibles ce soir. Morad Aïtabouche. Sur cette affiche, Farid Gapteni, qui a disparu maintenant depuis plus de 48 heures. C'était vendredi, le fondateur de La Voix de l'Islam a été interpellé avec sa femme alors qu'il se rendait en voiture à Paris. Ce sont des hommes qui se sont présentés comme des policiers. Ils nous ont présenté une carte. C'est le SRPJ lui-même qui a dit, écoutez, jusqu'à preuve du contraire, pour nous, c'est ni des policiers, ni pas des policiers. Au SRPJ de Versailles, on se refuse pour le moment à tout commentaire sur cette enquête. Mais en avril 89, au moment de l'affaire Rushdie, Farid Gapteni avait écrit à François Mitterrand. Il se sentait menacé. J'affirme que certains services français et israéliens, pas obligatoirement en coordination, préparent mon assassinat dans les jours, les mois ou au maximum les très prochaines années qui suivent. Shir Abou Farid Gapteni, il gêne beaucoup de gens, de même que La Voix de l'Islam, disons en France, elle dérange beaucoup aussi. Surprise, quelques instants avant notre départ, le téléphone sonne, au bout du fil, les disparus, Farid Gapteni et sa femme. Vous avez dit ça, ils ont raccroché. Bon ben ça y est, c'est fini, il n'y a rien à voir. Pour être complet, sachez encore que cette association La Voix de l'Islam a déposé son bilan la semaine dernière avec 100 millions de francs de passifs. Justice, le réseau de poseurs de bombes, auteurs des attentats qui avaient ensanglanté Paris en 1986. 9 hommes, une femme comparaissent à partir de demain devant le tribunal correctionnel de Paris. Ultime étape avant les assises. Rappel des heures dramatiques de 1986. Clément Veyrenal. De tous les attentats commis en 1986, c'est sans nul doute celui de la rue de Rennes qui est resté le plus présent dans les mémoires. Rappelez-vous, le 17 septembre 1986, une bombe de forte puissance placée dans une poubelle explose en fin d'après-midi devant le magasin Tati rue de Rennes. 7 personnes sont tuées, 51 blessées. Il s'agit du plus meurtrier de la longue série d'attentats commis en France depuis 10 mois.
De décembre 1985 à septembre 86, 15 attentats à l'explosif sont commis dans la capitale. 13 morts, plus de 250 blessés. Jamais depuis la guerre d'Algérie, la France n'avait connu une telle violence terroriste. Pendant 10 mois, en 2 vagues successives, des bombes explosent dans les magasins, sur les boulevards, dans les restaurants et les transports publics, trains ou métros. Des attentats aveugles, revendiqués depuis Beyrouth par un mystérieux CSPPA qui réclame la libération de 3 chefs terroristes détenus en France. Varoudjian Garabidjian, Georges Ibrahim Abdallah et Anis Nakache. Septembre 86, le rythme des attentats s'accélère. En une semaine, 5 bombes, les plus violentes, explosent à Paris, faisant 11 morts et 160 blessés. Puis après le massacre de la rue de Rennes, les attentats s'arrêtent sans que l'on sache vraiment pourquoi. 6 mois plus tard, au printemps 87, coup de filet de la DST, les membres du réseau dirigé par Fouad Ali Saleh sont arrêtés. 10 d'entre eux reconnaissent leur lien avec les terroristes du Hezbollah pro-iranien. Reste que l'on ignore jusqu'à aujourd'hui les mobiles exacts de cette vague d'attentats. Le procès qui s'ouvre demain permettra peut-être de savoir précisément pourquoi un ou plusieurs États du Proche-Orient ont décidé en 1986 de mettre Paris à feu et à sang. D'autres faits marquants de l'actualité en France et à l'étranger, commentaire Sophie Guillou. Le PC polonais au cœur de la tourmente. Ce week-end, des divisions sont apparues au sein des délégués réunis en congrès pour fonder un nouveau parti de gauche. Le réformiste Tadeusz Fisbach souhaite créer une union social-démocrate qui rompe radicalement avec l'ancien parti. Il menace de faire scission. Entre 6 et 12 morts, des dizaines de blessés, c'est le bilan des manifestations qui ont enflammé plusieurs villes du Kosovo hier. Depuis quelques jours, la tension monte dans cette province yougoslave. La population albanaise proteste contre les discriminations dont elle fait l'objet. Aujourd'hui, de nouvelles manifestations ont été dispersées. Premier test électoral aujourd'hui pour le chancelier Kohl avant les législatives de décembre prochain. Les électeurs de la Sarre se sont rendus aux urnes pour choisir leurs députés au Parlement régional. Selon les premières estimations de la télévision allemande, Oskar Lafontaine, le candidat de l'opposition, obtiendrait la majorité absolue. L'attente toujours au port du Guilvinec. Le chalutier Lafayette reste introuvable. Le bateau n'a pas donné de nouvelles depuis jeudi dernier. Les recherches continuent mais devraient être compliquées par les conditions météo. 5 ans de prison avec sursis pour Jean Schmitt, 2 ans avec sursis pour Christophe Garcia. La cour d'assises de Paris a rendu hier son verdict dans le procès Oussekine. Un verdict discuté. Plusieurs associations le jugent trop clément. SOS Racisme a appelé à un rassemblement de protestation. Retour à l'actualité politique, premier tour de l'élection municipale partielle aujourd'hui à Cannes. André Grandis en direct de Cannes. Alors a-t-on maintenant quelques informations plus précises sur ce que sera le taux de participation ? Vous savez, précis, c'est très difficile à dire. Cela dit, vous avez souligné que c'était une élection partielle. Donc, si je vous dis qu'à peu près à 19h, on pensait à 60% de participation, c'est pas mal du tout. Parce que, souvenez-vous, Clermont-Ferrand, au premier tour, a fait que 23%. Donc, 60% pour Cannes, c'est pas mal du tout. C'est quand même une élection un petit peu différente de 89, puisque en 89, il y avait 5 candidats, je vous le disais tout à l'heure. Cette année, il y en a 7. Les 3 nouveaux, c'est Jacques Dozol, RPR, qui part donc sans le soutien du RPR. Albert Perron, du Front National, et un nouveau venu, Paul Vogel, écologiste. Et Michel Mouillot, bien sûr, le maire invalidé, se représente, il est PR. Jean-Bernard Pinault, ex du Front National, dissident du Front National, lui fait une liste seule. Henri Rossi et donc Ghislaine Picot. 48 279 électeurs vont donc décider de l'élection du maire après une campagne mouvementée qui a été marquée par des rebondissements spectaculaires, des alliances et puis du retrait de soutien ou de démission. Je vous rappelle que l'année dernière, donc, monsieur Michel Mouillot l'avait emporté avec 41,44% des voix. Je ne peux pas vous donner des chiffres beaucoup plus précis, je vous retrouverai à 22h avec là des chiffres réels et officiels. Merci André, 22h15, même peut-être les premiers résultats dans Soir 3. Les sports maintenant, avec le football et les surprises du 8e tour de la Coupe de France. Abbeville et Grenoble, club de 2e division, éliminés par des équipes hiérarchiquement inférieures. Grenoble, nous allons y revenir dans un instant avec Daniel Leclerc. Voici tout de suite quelques-uns des plus beaux buts du 8e tour, Alain Dorgance. C'est un secret de Polichinelle, le 8e tour est une échéance redoutée pour les clubs de Division 2 et pourtant pas de surprise enregistrée. Alès, revêtu de bleu, s'est imposé à Blagnac par Hembolé qui reprend au 2e poteau, un centre venu de la gauche. 1-0 pour les Cévenols.
Toujours l'infinitésimal écart pour Beauvais. Les Picards en rouge ont dû attendre les 5 dernières minutes pour inscrire le but de la victoire par l'intermédiaire de Mota. Avalanche de but à La Rochelle, haute danger qui ouvre la marque sur pénalty signé Lagrange. Égalisation de La Rochelle par Péjouan d'un tir croisé. Les Charentais vont prendre l'avantage sur ce tir lobé de Kilo. Dès lors, les Angevins affirment leur suprématie. Moulin de l'extérieur du pied remet les deux équipes à égalité. Un but de raccro de Lagrange permet à Angers de mener au score. La victoire deviendra irréfutable par ce but de la tête de Cabanel. 4-2 pour Angers, la coupe est pleine. Enfin, le match des chefs opposant Guingamp et Le Havre appartenant à la division 2. Les Normands plus réalistes vont l'emporter. Le seul but de la rencontre sera l'œuvre de Delaunay d'un tir de 25 mètres. Les Havrais qualifiés. Alors un autre duel entre équipes de deuxième division cet après-midi. Nancy a frôlé le pire face à Dijon. Commentaire de Rémi Goudicelli. Les Nancéens l'ont échappé belle cet après-midi sur le terrain des Dijonnais gorgés d'eau. C'est bien Stéphane qui ouvre le score pour Nancy à la 29e minute. Mais Zivkovic lui répond juste après la mi-temps. Il faudra ensuite attendre les prolongations pour voir le Dijonnais Testa rater un pénalty avant que les Nancéens ne s'imposent de justesse par 7 tirs au but à 6. Le leader du groupe A de deuxième division a eu chaud. On verra. Voilà, Daniel Leclerc reste maintenant l'un des éliminés du jour. C'est l'équipe de Grenoble, on n'en a pas parlé pour l'instant, battue à Ajaccio dans des conditions qui paraissent invraisemblables à ce niveau. C'est le moins qu'on puisse dire. Aventure peu banale pour l'équipe de Grenoble qui se déplaçait donc à Ajaccio. Rendez-vous compte, oubli de licence et de surcroît 3 titulaires qui n'avaient pas non plus leur carte d'identité. Résultat, les Grenoblois ont joué tout le match à 10 contre 11. Le gardien titulaire Stéphane D'Angelo a regardé jouer ses copains sur le banc de touche. Conséquence, Ajaccio, club de Détroit, gagne et élimine donc Grenoble 2-0. Une étourderie qui coûte cher, carton rouge aux dirigeants de Grenoble. Oui, et saluons quand même la performance de Sedan face à 11 joueurs d'Abbeville. Sedan, équipe de 3e division. Abbeville, club de 2e division. Reste Thoiret, le petit club promotionnaire que nous avions choisi de suivre plus particulièrement. Il n'y a pas eu de miracle face au football club de Tours. Le tout sous le regard attentif de Jean-Philippe Guillen et Christophe Hérault. Ambiance garantie à Thoiret, 5000 habitants. Pour accueillir Tours, ils étaient près de 2000 massés autour des balustrades, 2000 à croire fermement aux chances des locaux en bleu. Mais ce sont les Tourangeaux qui ouvrent très rapidement le score sur une tête de leur avant-centre Dominguez. Tristesse dans le stade et si Tours infligeait une véritable correction au petit poussé. Mais les jeunes Thoiréens, très décontractés, enchaînent quelques bons mouvements. Dans ses buts, Yann Loharec se ressaisit et multiplie les arrêts réflexes. Et à la mi-temps, Tours ne mène que par 1-0. Contre Lorient, ils avaient marqué un but comme ça au début, et puis à la fin, Thoiret avait gagné 2-1. Hein. Je crois qu'ils peuvent encore faire peut-être égaliser. Minute historique pour Thoiret. Pendant 60 secondes, les amateurs, auteurs d'un superbe but, vont revenir à égalité avec les professionnels, avant de s'écrouler en fin de rencontre sur 2 contre-attaques assassines. Tours s'impose 3-1, le rêve de Thoiret s'achève, mais tous les joueurs locaux peuvent quitter le terrain la tête haute. On n'est pas ridicule, on les a fait souffrir, c'est ce qu'on voulait. Au moins, c'était dur quand même, ça va vite, on n'est pas habitué à ce rythme-là. Hein. Vous oublierez jamais ce match? Non, je n'oublierai jamais, même dans 40 ans, j'y penserai encore. Le rugby maintenant, le match du jour, c'était incontestablement aujourd'hui Agen-Béziers. Les essais de cet après-midi, les plus beaux en tout cas, commentaire Alain Dorgance. Agen-Béziers, une affiche qui reste toujours fidèle à son identité de rugby panache. La preuve, aujourd'hui sur un stade transformé en bourbier, plus propice à la pratique d'un rugby pourcentage qu'un jeu de mouvement, les deux formations ont écarté les ballons plutôt que de cadenasser la rencontre. Résultat, un rugby d'envergure. Les Agenais parviendront à concrétiser leur domination par des coups de pied arrêtés. Le premier réussi par Campan qui va récidiver et qui permet à son équipe de mener 6-0. Le match va hélas dégénérer, ses gestes en pays du pruneau sont qualifiés de castagne. Finalement, Agen s'impose sur ses terres 9-0. À Bègle, le point d'interrogation subsistait. Blanco sera-t-il remis de sa blessure? Oui, mais son équipe a été battue par Bègle sur un essai de Moscato, 13-0. Toulon de son côté poursuit son bonhomme de chemin. Pas de détails devant Nîmes, 18-9 et 2 essais à son actif.
Voilà, Daniel Leclerc, essai de Blanco, ce qui explique l'absence de Jean-Baptiste Lafont. Il nous avait promis d'être notre invité ce soir en direct de Toulouse. Jean-Baptiste Lafont n'est pas là car il ne fait plus partie du tout de l'équipe de France. En effet, partant du principe qu'on ne révolutionne pas une équipe qui gagne, mais que l'on peut toutefois y apporter quelques retouches, le comité de sélection avec Jacques Fourou, bien sûr, n'a pas révolutionné cette équipe de France que vous découvrez maintenant sur le tableau. 2 joueurs qui étaient à Cardiff contre le Pays de Galles ont perdu leur place. Didier Cambera-Béraud est remplacé par Franck Ménel au poste de demi d'ouverture. Et Jean-Baptiste Lafont, vous venez de le dire, cède sa place à l'arrière à Serge Blanco. Voilà les 2 modifications pour l'équipe de France qui va donc affronter samedi prochain au Parc des Princes l'équipe de la Rose, le 15 d'Angleterre. Alors on comprend le retour de Serge Blanco dans la mesure où c'est effectivement un joueur qui a beaucoup apporté à l'équipe de France. Franck Ménel avait été écarté pour cause de tournées plus ou moins illicites en Uruguay. Oui, il avait été sanctionné par son club, le Racing, parce qu'il avait pris quelques libertés, quelques vacances en Uruguay. Ça n'avait pas plu aux dirigeants du Racing qui l'avaient sanctionné. Et donc Jacques Fourou avait respecté cette sanction. Maintenant la sanction a été levée. Il peut donc réintégrer le 15 de France. Bon, et puis nous n'en voudrons pas à Jean-Baptiste Lafont, probablement très triste de ne pas participer à cette finale avant la lettre entre l'équipe de France et l'Angleterre samedi prochain au Parc des Princes. Daniel, un mot maintenant de ce qui a été, j'allais dire, l'événement hippique de l'année, l'événement hippique de l'après-midi, la victoire d'Ourasi. Tout à fait, Ourasi, le cheval du siècle, n'ayant pas peur des mots. Il entre dans la légende en remportant son 4e prix d'Amérique, ce qu'aucun trotteur n'avait réussi avant lui. Ourasi, pour sa dernière course, est sorti par la grande porte et j'en suis sûr qu'au moment où il a réalisé cet exploit dans les tribunes, Jean-René Goujon, qui vous le savez l'an passé avait eu une attaque cardiaque, il était donc en spectateur dans les tribunes. C'est lui qui durant toute sa carrière a jalonné ce poulain, ce cheval d'exception, Ourasi. Je suis sûr qu'à ce moment-là, Jean-René a écrasé une petite larme. Alors 4e victoire donc d'Ourasi, c'est la dernière. Le roi du trot faisait ses adieux à la compétition aujourd'hui. En tout cas, c'est mieux dans l'histoire. J'ai regardé mes fiches que Bellino 2, que Roquépine et même Urani, c'était dans les années 25, 26, 27. Vous n'étiez pas né. Pour terminer ce journal, une voix unique, celle de Teresa Berganza, l'une des plus célèbres mezzo-soprano, donne un récital le 30 janvier à la salle Pleyel à Paris avec l'ensemble orchestral de Paris. Dominique Poncet est allé la surprendre au milieu de sa répétition. Quand une des plus grandes divas du monde répète un récital salle Pleyel sous la baguette d'Arturo Tamayo et qu'elle s'assied sur le sol de la scène, soudainement enfantine, malicieuse, volubile. On est seul toujours parce que je me marie toujours là, avec du thé, avec des pastilles, avec tout. Et son angoisse à lui. Mais il me quitte et ici je suis seule. Mais je suis complètement seule. Qu'est-ce que vous avez dans votre portefeuille? Ah, mes cordes vocales. Ah, bon. Je me les fais regarder par mes enfants qui me regardent très bien avec les petits miroirs là. On tire la langue, on met les miroirs avec les lumières. Et on peut voir, naturellement je ne peux pas les voir comme mon docteur. Mais je peux savoir déjà s'ils sont un peu roses ou ils sont gonflés. Quand je commençais à chanter, je suis allée voir un docteur pour la première fois. Je lui ai dit parce que mon professeur m'a envoyé et il m'a dit, vous savez, vous commencez une carrière très difficile parce que vous commencez un peu la carrière du silence. Vous savez, si moi je ne chante pas mardi, c'est votre faute parce que vous m'avez fait parler trop. Alors c'est elle, c'est pas moi. Fin de cette édition, je vous retrouve à 22h15 pour Soir 3. Très bonne soirée à tous.